Les gilets jaunes toujours et encore, et le débat national qui se prépare. Normalement, le coup d'envoi doit être lancé par le président de la République la semaine prochaine. C'est avec le secrétaire d'État auprès du ministre des Finances que nous sommes ce matin, M. Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une polémique là, qui est montée. Chantal Joanneau a quitté son poste de pilotage, je dirais, de ce grand débat national. Elle est présidente de la Commission nationale du débat public. Et maintenant, on dit qu'elle doit carrément démissionner de cette commission parce que, eh bien, on a appris qu'elle gagnait beaucoup d'argent. D'abord, il y a la question de la rémunération des présidents et des directeurs généraux ça vous choque, d'autorités indépendantes. Un rapport qui du date Sénat, pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Un rapport sénatorial avait montré qu'il y avait une très grande hétérogénéité et peut-être que ça mériterait d'être encadré, effectivement. Concernant Mme Joanneau, la décision de rester présidente de la Commission nationale ou d'en démissionner est une décision qui lui appartient en conscience. Et pour une raison de droit, c'est que lorsque vous êtes nommé président ou présidente d'une autorité administrative indépendante, les durées sont variables. De mémoire, pour la CNDP, ça doit être 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. C'est un mandat qui est irrévocable. Et donc, seul le titulaire du poste peut faire le choix de démissionner. D'accord. Alors, François Bayrou, ce matin, est sorti de son silence en disant que c'était au chef de l'État de piloter l'affaire, qu'il devait avoir autour de lui 2 ou 3 personnalités qu'on considère comme d'expérience, mais dont le responsable de cette opération sera le président de la République. Vous êtes d'accord avec ça? Plutôt, d'autant plus que ça correspond à l'état d'esprit du président. Le président a dit lui-même, lorsqu'il a fait un certain nombre d'annonces, les Gilets jaunes ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Le 10 décembre, qu'il souhaitait que l'intégralité des comptes rendus, que le suivi du débat lui soit fait et qu'il puisse s'impliquer personnellement dans le débat. Et d'ailleurs, il va s'adresser dans les jours qui viennent aux Français par une lettre qu'il a annoncée pour dire quels sont pour lui les objectifs de ce débat. Alors, 2 choses. Qui pour remplacer Mme Joanneau, pour vous? C'est quoi le profil idéal? C'est un élu? Le Premier ministre a dit hier comment il voyait les choses et évidemment nous le partageons. D'abord, il y a un aspect opérationnel et Emmanuel Wargon comme Sébastien Lecornu au sein du gouvernement sont chargés de l'animation, du lien avec les élus, puisque nous demandons c'est eux qui, à l'intérieur du gouvernement, d'organiser cela. Madame Wargon, Monsieur Lecornu, c'est eux qui sont, je dirais, les référents. Ils sont les référents pour les membres du gouvernement. Et puis, le Premier ministre a dit hier, après le Conseil des ministres, qu'il travaillait actuellement à ce que soit désigné 1 ou 2 garants du débat, des personnalités d'expérience. Le CESE, par exemple, le Conseil économique et social. Le CESE a inauguré une consultation qui lui appartient et dont on a vu d'ailleurs que la seule consultation Internet pouvait avoir quelques limites, dans la mesure où les sujets qui émergent de ce type de consultation ne correspondent pas nécessairement aux premières revendications de celles et ceux qui se sont mobilisés au mois de novembre. L'essentiel n'est pas de savoir qui ou quel statut, quelle personnalité. C'est d'avoir des personnalités qui soient suffisamment expérimentées, suffisamment sages, si l'on peut dire, pour que leur regard sur le débat soit un regard de neutralité, un regard rassurant, et qui puissent être les garants de l'objectivité, de l'indépendance, de la neutralité du débat. Par exemple. Je pense qu'il est mieux que ce soit quelqu'un de reconnu pour son indépendance. Alors, François Bayrou, toujours lui, dit « mais les maires doivent occuper une responsabilité centrale là-dedans ». Vous êtes d'accord avec ça? Oui, cela aussi. Alors que l'Association des maires de France, par l'intermédiaire de M. Léniel, qui est le vice-président de cette association, dit « mais les maires, ils ont autre chose à faire ». Nous avons dit dès le mois de décembre, par la voix du président. M. Léniel, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que je connais et qui, même comme vous. Comme moi, et d'ailleurs, lorsque j'étais député dans la majorité, il s'opposait déjà au gouvernement. C'est une forme de constante. Mais nous avons dit au mois de décembre, le président de la République l'a annoncé, nous l'avons dit, que nous comptons beaucoup sur les maires pour l'organisation du débat, parce que d'abord les maires sont des élus reconnus, qui sont présents dans les territoires, en proximité. Nous n'obligeons personne. Les maires qui ne souhaitent pas organiser le débat ne l'organiseront pas. Celles et ceux qui souhaitent organiser le débat parmi les maires pourront l'organiser, et l'objectif est de pouvoir leur donner un certain nombre d'outils, d'éléments, d'informations factuelles, objectives. Qu'est-ce que le budget de l'État? Combien représente la totalité des impôts prélevés? Combien coûte le service de l'éducation nationale? Justement pour animer ces débats et ensuite pouvoir nourrir le débat national de ces synthèses. Quelle forme prendra la lettre du président de la République, d'après vous? C'est à lui d'en décider. Non mais, on va recevoir chacun une lettre, ça va être par voie de presse, ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui en cours de discussion. Le président de la République le décidera lui-même. Dans les jours qui viennent, il s'adressera aux Français par les moyens... la lettre aux Français de François Mitterrand. Par les moyens qui lui semblent le plus appropriés. Mais c'était une très longue lettre. C'était une très longue lettre. Je crois que le président de la République souhaite dire ce que lui attend du débat. Ce que lui, comme président, comme garant des institutions, attend du débat et de ses débouchés. Alors, on regarde les sondages. 2 choses apparaissent dans ces sondages. 1,
Le soutien aux Gilets jaunes diminue, même s'il reste très majoritaire, de l'ordre de 60% parmi les Français, mais il diminue de 10 points. Et en revanche, la cote de popularité du président de la République remonte quelque peu, de 3-4 points. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire le fait que les Français reconnaissent le courage du président de la République. République. Bascule, là Ils reconnaissent le courage, ils lui reconnaissent un rôle de protection des institutions et de garant de la sécurité des Français. C'est à cause de la violence? Je pense que la violence compte, et plus que la violence, la réponse républicaine qui lui est apportée, la fermeté dont il faut faire face, face à celles et ceux qui se livrent à des violences, qu'elles soient physiques ou par le biais d'insultes et de dérapages qui doivent être condamnés. Par contre, un mot sur le soutien populaire ou de l'opinion au mouvement dit des Gilets jaunes. Je crois qu'il faut vraiment différencier les phases et les périodes. Lorsque le mouvement est apparu au cours du mois de novembre, les revendications portaient sur des questions de pouvoir d'achat, sur des questions de taxes sur les carburants, sur des questions de capacité à vivre dignement de son travail. Que le soutien populaire soit assez important à ces questions-là, c'est normal, c'est logique, et nous savons, puisque nous voulons que le travail pèse plus, aussi, de participation au débat. Nous voyons tout cela. Depuis, nous sommes face à un mouvement qui a considérablement muté dans ses revendications. Lorsque l'on assiste aux manifestations de samedi dernier, l'essentiel des revendications portées par celles et ceux qui étaient dans la rue, 40 ou 50 000 personnes mobilisées dans toute la France, n'étaient plus des revendications de pouvoir d'achat. C'est des revendications institutionnelles. Et pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, tant ceux qui se prêtent à de la violence physique que symbolique, la volonté d'attaquer la démocratie représentative, d'attaquer les institutions, de demander la tête au sens propre ou figuré de tel ou tel responsable politique. Je pense que ça s'est politisé, que ça s'est radicalisé d'une certaine manière, et que celles et ceux, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, il y a un certain nombre de propos qui sont assez nets sur ce sujet-là. Je crois véritablement que celles et ceux qui se sont mobilisés au mois de novembre et qui avaient des revendications en matière de pouvoir d'achat ont vu, pour l'immense majorité d'entre eux, qu'ils avaient été entendus. Tout n'est pas fait, tout n'est pas magique et peut-être que tout n'est pas suffisant et qu'il faut continuer. Par contre, celles et ceux qui continuent à manifester et qui, pour certains, pas tous, mais pour certains cautionnent la violence, ils sont dans d'autres revendications aujourd'hui. D'accord. D'après vous, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous recevez comme courrier, comme courrier Internet aussi, quels sont les sujets prioritaires? Votre sujet, vous, c'est la fiscalité. Du débat. Je pense qu'il y a plusieurs sujets et que les sujets que le président de la République a évoqués dans son allocution sont les sujets qui correspondent aux attentes initiales du mouvement dit des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la fiscalité, par exemple? Il y a la fiscalité, il y a la transition écologique, il y a la question des dépenses publiques, il y a aussi la question de la vie quotidienne. Parce que dans beaucoup de territoires, le sentiment de déclassement vient de l'éloignement de certains services et de l'obligation qui est faite de faire des heures, parfois, de route pour accéder à tel ou tel spécialiste. Sur la question de la fiscalité, je pense qu'il y a un objectif et en tout cas une attente partagée par l'opinion publique, c'est celle de la justice. Mais je pense aussi qu'il faut le mettre en lien avec la question de la dépense publique. Alors d'accord. Parce que nous ne pouvons Donc il faut commencer par la dépense. Il faut traiter les deux. C'est quoi? C'est savoir ce que doit faire l'État. Il faut savoir ce que doit faire l'État. Les missions de l'État. Quelles sont les missions prioritaires et avoir en tête que, d'une part, personne ne veut alourdir la pression fiscale. Le gouvernement, le premier, veut diminuer les impôts. Nous diminuons la taxe d'habitation. Nous diminuons les cotisations salariales. Nous voulons diminuer les prélèvements obligatoires sur les ménages comme sur les entreprises. Pourtant, on fait peu d'économies budgétaires quand même. Du pouvoir d'achat. Mais nous ne pouvons pas. Nous en avons plus que jamais, parce que je fais une parenthèse, mais en 2018, pour la première fois de l'histoire, en volume, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. C'est la première fois depuis la libération. Et c'est un véritable effort qui est fait. Par contre, ce que nous disons, c'est que nous entendons les revendications, mais que l'on ne peut pas avoir, si vous me permettez l'expression, le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas demander plus de services et en même temps demander à ce que tout le monde paye moins. Il faut trouver la bonne justice, la bonne utilisation. Le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, M. Woerth, qui était à votre place hier, dit qu'il faut d'abord effectivement réfléchir, avant de traficoter, de bousculer notre système fiscal, à la dépense publique. Vous êtes... mais comment vendre ça? C'est pas populaire, ça. Ça n'est pas populaire et moi j'aborde ce sujet-là, y compris avec mon expérience d'élu local. Il se trouve que j'ai été maire 10 ans. Et lorsque j'ai été élu en 2008, dans cette belle ville d'Annonay, en Ardèche, où j'habite toujours, la dette de la ville était à 22 millions d'euros pour 17 000 habitants, un peu moins de 17 000. Lorsque j'ai quitté mes fonctions, remplacé par ma première adjointe, la dette avait été ramenée à moins de 12 millions d'euros. Et dans la période, nous avons commencé à baisser les impôts et nous avons doublé les investissements réalisés chaque année pour faire les travaux qui étaient nécessaires. On a fait des économies.
c'est une particularité des communes, on a cherché des subventions. Nous n'avons pas moins d'agents publics, mais nous avons fait en sorte d'examiner chaque remplacement, chaque départ à la retraite au cas par cas, pour maintenir une vraie qualité de service public et, dans le même temps, réaliser des économies. Et comme secrétaire d'État, tant chargé des comptes publics et plus spécialement chargé de la fonction publique, j'ai ce même objectif, garantir aux Français un service de qualité, le faire avec des fonctionnaires qui sont motivés, qui sont engagés et à qui il faut donner aussi de nouvelles façons de mener leur carrière, de nouvelles perspectives professionnelles et le faire en réalisant des économies pour garantir que chaque euro utilisé... Vous reconnaissez que c'est raisonnable, mais peut-être pas très vendeur. Et tout le monde se dit, ce débat national, il va déboucher sur plus d'impôts parce qu'ils vont vouloir plus. Je crois que parmi ce qu'on pourrait qualifier d'invariant du débat, en tout cas de ligne rouge, que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement sous leur autorité ne veulent pas franchir, et que je crois les Français ne veulent pas franchir non plus, c'est l'augmentation des impôts. Au contraire, il faut rendre du pouvoir d'achat. D'accord. Il y a encore du grain à moudre. Alors, notamment, tiens, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, 80%, c'était dans le programme des Français exonérés de la taxe d'habitation. C'était dans le programme du président de la République. Après, il a dit pourquoi pas 100%, parce qu'il n'y a pas de raison qui est de rompre l'égalité entre les Français. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous revenez en arrière. Qu'est-ce qu'est la religion, si je puis m'exprimer ainsi, du gouvernement sur ce sujet? Alors, vous avez bien fait de rappeler que l'engagement du président de la République, c'est d'exonérer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. C'est voté, et en septembre dernier, 80% des ménages ont vu leur taxe d'habitation baisser, et nous continuerons à la baisser en 2019 pour qu'elle disparaisse pour ces ménages-là en 2020. La question a été posée des 20% restants, à la fois par principe, au nom de quoi nous aurions traité différemment des contribuables, mais aussi parce que le Conseil constitutionnel a validé la diminution de taxe d'habitation pour 80%, tout en disant nous veillerons à la manière dont vous traitez, si on peut utiliser cette expression, les 20% restants. Alors aujourd'hui, nous avons prévu que cela n'intervienne pas avant 2021 et 2022. Moi, j'ai deux convictions. La première, c'est que les participants et les participantes au débat public parleront de cette question-là. Ils parleront de cette question, ils parleront de la fiscalité en général, ils aborderont le sujet, et c'est normal que tous les sujets soient sur la table. J'ai une deuxième conviction personnelle. C'est que si nous avons ouvert ce débat et lancé la diminution de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. Donc vous êtes partisan qu'on aille à 100%. Parce que je pense que la simplicité, y compris dans la capacité à compenser les recettes pour les collectivités locales, parce que c'est le deuxième engagement, et il sera tenu du président de la République, c'est toujours plus simple lorsque l'on part d'un système qui s'applique à tout le monde plutôt que d'un système qui peut être qualifié de mité. Personnellement, vous êtes favorable à ce qu'on aille jusqu'à 100%? À titre personnel, oui. Nous avions dit que ça ne serait pas avant 2021-2022. Le grand débat va s'ouvrir. Nous verrons quelles en sont les conclusions, s'il y a des consensus, des convergences. Si un mouvement était massif, il faudrait évidemment en tenir compte. Et s'ils vous disent on veut que vous reveniez sur la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune? Je pense que le débat sera abordé à l'occasion des débats et des questions. Si une majorité se dégage en disant... Le président de la République, comme le gouvernement, ont déjà apporté une réponse à cette question-là. Avant même les Gilets jaunes, c'est évidemment un rappel de cette position. Alors pourquoi en débattre, mais aussi le fait, parce que c'est important à souligner, que dans la loi de finances pour 2018 qui avait modifié la fiscalité sur le patrimoine, il est prévu que fin 2019, une évaluation soit faite, notamment sur le retour sur investissement. Comment ça se termine comment ça, à la fin de la discussion? Donc ça va durer 2 mois. C'est quoi? C'est un référendum à questions multiples? Comment ça se passe? Il y a d'abord 2 espoirs. Le premier espoir, c'est qu'un maximum de Français y participent. Qu'ils aient manifesté ou qu'ils n'aient pas manifesté, qu'ils portent un gilet jaune ou qu'ils n'en portent pas, qu'ils soient engagés dans des associations, des syndicats, des partis politiques ou qu'ils ne le soient pas, mais qu'un maximum de Français puissent y participer. Le deuxième espoir, c'est que sur chacun des 4 axes de débat, des 4 sujets qui ont été proposés au débat, nous puissions, mais je ne sais pas ce qu'il en sera, nous puissions avoir des solutions qui émergent, des consensus, des convergences. Après, il faudra donner un débouché politique. Tout le monde parle de la question référendaire, en disant mais est-ce que cela sera traduit par un référendum? Dans notre Constitution, il y a 2 acteurs publics qui sont à l'initiative des référendums. Le premier, c'est le Parlement pour les référendums d'initiative parlementaire. 60 députés, 60 sénateurs. Le second, qui est celui que l'on connaît le mieux, c'est le président de la République, qui, en vertu de l'article 11 de la Constitution, peut être à l'initiative. Donc il pourrait faire un référendum à questions multiples? Ça sera à lui d'en juger. Et c'est lui qui décidera si les conditions et s'il est opportun de procéder à une telle consultation. Je crois, mais c'est important, y compris pour la sincérité du débat public, qu'on ne peut pas aujourd'hui préempter le débouché et la suite des débats ou leurs conclusions, tant sur le fond de ce qu'il en sortira que sur la forme en matière de débouché. D'accord. Les violences peuvent s'arrêter
Vous êtes optimiste là-dessus? Je le souhaite. Et en tout cas, il faut que l'État fasse preuve de la plus grande fermeté. Mais les policiers et les gendarmes sont extrêmement mobilisés. Il faut les remercier parce qu'ils sont les garants de notre sécurité. Je ne supporte pas de voir des policiers et des gendarmes pris à partie, surtout quand on a en tête, et nous sommes dans une période de triste anniversaire, qu'à l'inverse, à chaque fois que la communauté nationale est attaquée, tout le monde leur trouve les plus grandes qualités. Et elles sont réelles. Nous ne pouvons pas avoir cette schizophrénie qui consiste à les encenser un mois et à leur taper dessus le mois suivant. Aujourd'hui, celles et ceux qui se livrent à des violences contre les forces de police, qui les prennent à partie, qui les insultent, qui les menacent, qui menacent parfois leur famille, sont des hommes et des femmes qui se situent en dehors du champ républicain. Est-ce que la justice est suffisamment sévère avec eux ? Qui n'ont plus de revendications sociales. Ils ont des revendications politiques et ils s'en prennent à un système politique et à des institutions. Est-ce que la justice est suffisamment sévère avec eux ? Par principe, et parce que la séparation des pouvoirs est importante, je ne commande jamais les décisions de justice, mais je souhaite que les peines soient sévères parce qu'on ne s'attaque pas à la police et aux gendarmes impunément. D'accord. On est avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt et on continue avec vos questions et Jean-Baptiste Sémerjian qui est rentré dans ce studio. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Une première réaction de Morgane. Morgane, elle se plaint du non-remplacement des fonctionnaires partis à la retraite dans sa commune. Elle craint pour le service public, pour le traitement de ses demandes dans sa commune. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Et pour le coup, je ne connais pas sa commune. Et par respect du principe de libre administration, le maire et l'équipe municipale prennent les décisions qu'il faut. Je crois qu'on a un objectif, tous, parce que dans les revendications actuelles, il y a la volonté de diminuer la fiscalité et donc de faire attention à la dépense publique. On a un objectif de qualité du service et il faut voir comment on peut, à chaque fois que c'est possible, garantir la même qualité en réalisant des économies. Certains élus, l'État aussi, procèdent à des non-remplacements. Il y a eu des époques où le non-remplacement était mathématique. On avait 10 départs à la retraite, on n'en remplaçait que 5. Je pense qu'il faut avoir une approche plus fine. Il y a des secteurs qui méritent, parce que nous avons besoin, que c'est une priorité, plus de remplacements. D'autres, on peut réaliser plus d'économies. Le nombre de fonctionnaires d'État continue à diminuer ? Le nombre de fonctionnaires d'État continue à diminuer. Et dans les collectivités territoriales ? Dans les collectivités territoriales, les derniers chiffres dont nous disposons ont montré qu'en 2017, les collectivités territoriales avaient diminué le nombre de fonctionnaires en poste pour 2017, puisque c'est le dernier exercice que nous connaissons. Ce que je sais de l'exercice budgétaire et du niveau de dépenses des collectivités locales en 2018, avec une évolution très très maîtrisée des dépenses de personnel, me laisse penser que la diminution du nombre de fonctionnaires va continuer en 2018, mais nous attendons les chiffres définitifs. D'accord. Sylvie vous interroge sur la fraude fiscale. Ce serait environ entre 25 à 100 milliards d'euros. La fourchette est large. La fourchette entre 25 et 100 milliards. On parle généralement de 50 à 60 milliards d'euros. Tout le monde parle de fourchette sans exactement la connaître, mais c'est le principe de la fraude. Si nous la connaissions, on saurait aller le chercher. Ça vous choque d'ailleurs à ce propos que M. Gosn, on a appris ce matin, s'interroge, oui. Paye ses impôts aux Pays-Bas. Ça interroge, pour être poli, ça interroge. Mais pour répondre à la question de Sylvie, qui pose la question de la fraude fiscale, nous avons adopté il y a 2 mois une loi qui renforce la fraude fiscale, qui la renforce en créant une police fiscale spécifique, qui la renforce en durcissant les sanctions, notamment les sanctions financières, qui la renforce en permettant à la justice de rendre public le nom des personnes morales, je dis bien personnes morales, pas les personnes privées, mais les personnes morales qui sont condamnées pour fraude fiscale sur le principe britannique des entreprises, en tout cas pas les personnes privées, du name and shame, c'est-à-dire nommer pour faire honte, parce qu'il faut aussi rendre des comptes. Nous avons fait en sorte d'assouplir ce qu'on appelle le verrou de Bercy pour faciliter les poursuites en justice. Cette loi sur la fraude fiscale a été adoptée il y a moins de 2 mois. Les décrets d'application sont en train d'être pris et nous donnons au service plus de moyens pour lutter contre la fraude fiscale. 2 mois avant, nous avions adopté une autre loi qui consacre le droit à l'erreur, qui dit aux contribuables, par exemple, si vous vous trompez de bonne foi, on n'est pas là pour vous matraquer, on peut comprendre que vous vous soyez trompé. C'est un principe de bienveillance. Faire preuve de bienveillance, avoir une administration de conseil plutôt que de sanctions, ça s'accompagne d'un autre levier, c'est être sans pitié pour ceux qui fraudent. Attendez, il y a quand même une question. Je reviens à Carlos Ghosn. C'est un des plus gros contribuables français, sans doute. Puisqu'il n'est plus contribuable depuis 2012. Mais comment c'est possible que le ministère de Finances ne savait pas qu'il ne payait pas ses impôts en France? C'est étonnant, ça. D'abord, vous le savez, il y a un secret fiscal. Et il n'est plus résident fiscal si les informations que j'ai en tête sont les bonnes depuis 2012. Ça ne date pas d'hier. Il y a quelques années. Cela fait partie... peut-être. Parce que vous pourriez, sans le rendre public, lui donner un coup de fil en disant écoutez, vous seriez bien gentil. Moi, je ne vais pas commenter ce qui a été fait ou pas fait dans les 5 ans qui viennent au sein du ministère de l'Action et des Comptes Publics. 5 ans passés, tant par celles et ceux qui étaient en responsabilité politique que par les services chargés de la fraude fiscale. Mais évidemment que ça interroge. Et quand le président de la République dit et affirme qu'il souhaite qu'on trouve les moyens, qu'on trouve les voies légales de droit, parce que tout ça c'est du droit,
pour faire en sorte que les responsables, les dirigeants des principales entreprises françaises soient aussi des contribuables français, c'est un principe de bon sens. Il faut qu'on trouve l'outil de droit pour y arriver. Vous allez vous pencher sur le dossier là? Je le souhaite, oui. Nous avons quelques mois, quelques semaines pour le faire. D'accord. Abou, justement, lui, il paye ses impôts en France et il se plaint de payer un peu trop d'impôts sur le revenu en France et il souhaiterait que tous les Français contribuent à l'impôt sur le revenu selon leurs revenus. Ça, c'est une grande question. C'est un débat qui a été initié par des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, disant est-ce qu'on pourrait imaginer que tout le monde paye des impôts sur le revenu. Tout le monde paye des impôts pour participer. Parce que tout le monde paye des impôts, mais là, sur le revenu. Mais sur le revenu, nous avons plus de 55% des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, qui en sont exonérés. Philosophiquement, c'est un débat intéressant, avec un risque, c'est que personne n'a envie de payer plus d'impôts. Et il y a un deuxième risque auquel il faut faire extrêmement attention. Souvent, je ne sais pas si c'est le cas de Abou qui nous pose la question par le biais de Twitter, voilà, mais souvent, cette revendication est accompagnée d'une deuxième revendication qui dit il ne faudrait pas que l'impôt dépasse 20 ou 25% du revenu total des ménages. Ça, c'est un point que je ne partage pas, parce que le propre d'une fiscalité juste, c'est d'être progressive. Et la fiscalité progressive, c'est une manière de mettre plus à contribution ceux qui sont les plus favorisés. Plafonner à 25% la dernière tranche d'impôt, c'est faire un immense cadeau aux plus fortunés. Vous êtes contre la flat tax, en fait? La flat tax, c'est un élément différent quand elle s'appuie sur des revenus du patrimoine. Lorsqu'il s'agit de revenus classiques, courants, dans le cadre de l'IR, je pense que c'est un élément d'injustice. Injustice, c'est ça. Question un peu personnelle. Une dernière question. Plusieurs internautes vous reprochent un certain mépris envers les Gilets jaunes. Vous avez récemment demandé à un porte-parole des Gilets jaunes qui représentez-vous, est-ce que vous avez été élu? Est-ce que c'est un peu ça aussi le problème des Gilets jaunes, c'est la représentativité? Alors d'abord, ça n'est pas du mépris, mais depuis maintenant plusieurs... C'est ce qui vous est reproché. Mais je réponds à la question. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes amenés, les parlementaires, les membres du gouvernement, à discuter avec des représentants des manifestants Gilets jaunes sur les plateaux. La question peut se poser, de savoir qui représente qui. Moi, je discute avec tout le monde, je rencontre mes concitoyens dans la rue, dans les cafés, je parle avec tout le monde. Par contre, il faut aussi savoir qui représente qui. Certains d'entre eux sont animés des intentions les plus nobles, c'est-à-dire qu'ils ont une conviction et viennent la défendre. Est-ce qu'ils représentent beaucoup de monde, pas beaucoup de monde? La question à la limite ne se pose pas. D'autres ont un parcours politique avant de se revêtir d'un gilet jaune et viennent de tel ou tel parti politique, de telle ou telle organisation. Et la clarté du débat mérite aussi de le poser. Après, derrière la question, c'est est-ce que ça traduit un problème de démocratie, de représentativité, de respiration démocratique? Peut-être. Peut-être que les modalités d'expression citoyenne au cours d'un mandat, de participation à la décision publique ne sont pas suffisamment développées dans notre pays. Cela fait partie, c'est l'objet d'un des 4 débats initiés par le président de la République. Le sentiment de mépris, vous le comprenez quand même? Je ne le partage pas parce que ça n'est vraiment ni ma volonté, ni mon attitude. Après, je peux comprendre que celles et ceux qui ont le sentiment de ne pas être représentés par la classe politique aient ce sentiment-là vis-à-vis de celles et ceux qui, comme moi, sont dans cette classe politique, exercent des responsabilités, sans aller jusqu'à dire porte un costume en permanence. C'était Olivier Dussopt qu'on remercie pour les réponses qu'il nous a apportées à vous autres aussi, internautes. Merci Jean-Baptiste Sémerjian de vous être fait leur interprète. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à demain, si vous le voulez bien.